Nouveau numéro de votre matinale Nopinden, mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être encore au rendez-vous ce matin. Vous le savez, c'est toujours un plaisir de passer ces 90 minutes en votre compagnie et ce sera avec la même ferveur et pour vous permettre de garder la pêche toute la journée, mesdames et messieurs, n'est-ce pas, Esmeralda Sativi? Tout à fait, Aurélien Akoinou. Bonjour déjà à vous et bonjour également aux amis téléspectateurs. Donc c'est vraiment parti pour 5 jours en votre compagnie et nous avons concocté de très bonnes choses pour vous. En tout cas, c'est sûr que vous ne serez pas déçus et déjà aujourd'hui, nous parlons d'un sujet santé, Roch. Justement, un sujet santé, il est important d'en parler parce que cela fait partie de l'habitude de certains Africains, de certains Béninois. Il faut se soigner lorsque nous sommes confrontés à des maladies. Nous avons l'habitude d'aller à l'hôpital, mais également, dans certains cas, les plantes sont sollicitées pour traiter certaines maladies. Mais le problème qui se pose est de savoir s'il faut se fier justement à ces plantes dites médicinales. Est-ce que la transmission de ces vertus se fait comme cela devrait se faire? Eh bien, nous parlons de ce sujet sur ce plateau aujourd'hui, Jennifer. Tout à fait. Il nous arrive très souvent d'utiliser justement les plantes, parfois pour traiter des maux, parfois pour soulager une douleur ou pour les petites astuces de grand-mère. Mais nous suivons justement les recommandations que certaines personnes nous font. Donc, peut-on se fier à ces recommandations-là et à quel moment ça peut devenir dangereux? Nos invités sont déjà dans ce studio et dans quelques minutes, nous allons faire le débat. Absolument, dans quelques minutes, nous allons faire le débat. Mais avant cela, mesdames et messieurs, comme vous le savez déjà, nous allons chanter un peu et danser sur ce plateau. Nous aurions également ri sérieusement sur ce plateau avec nos deux humoristes qui vont nous rejoindre tout à l'heure dans quelques petites minutes. Mais avant tout ça, mesdames et messieurs, on vous installe avec les merveilles du Bénin. Oh là là, j'espère que vous avez admiré Abomey Calavi et Cotonou qui ont, dirait-on, complètement fait leur toilette. Je ne sais pas si vous avez vu ce que j'ai vu là. Voilà, ce sont des images récentes et c'est clair qu'il y a quelques années en arrière, ce n'était pas du tout pareil. Donc voilà, on ne se lasse pas d'admirer notre cher Cotonou, on est tout le temps, et notre cher Abomey Calavi. Absolument, ce sont des villes qui se sont vraiment embellies. Il y a des espaces publics qui ont été complètement réhabilités, réaménagés avec de nouvelles voies qui ont été construites, qui font la beauté de la ville de Cotonou et de la ville d'Abomey Calavi. Nous avons également vu
vu à Calavi la cité lacustre de Ganvier avec des maisons sur pilotis. Oui, on a vu des hôtels sur pilotis. Exactement. Franchement, c'est très beau. Comme le dit souvent Angélique Kidjo, venez visiter mon beau pays, le Bénin. Je finirai pas dire votre phrase fétiche. Vous aimez trop ça. Absolument. Je suis fier de mon pays. Je vous conseille maintenant de visiter Cotonou. Vous savez, on peut se promener dans les quartiers. Bien sûr, bien sûr. Calavi, pourquoi pas. Bien sûr, nous allons faire le programme et le faire à pied, n'est-ce pas? D'accord, d'accord. Merci donc. Nous allons à présent retrouver nos humoristes. Eux, comme ils l'ont dit, ils sont là pour vous faire rire sérieusement. Ils ont demandé même à ce que vous alliez chercher vos mouchoirs. Ou bien si vous n'avez pas de mouchoirs, d'aller chercher carrément votre paille si vous êtes encore à la maison. En tout cas, ils sont sur ce plateau. On dirait qu'ils sont des médecins, oui, mais des médecins qui vont au bloc sans blouse. À notre grande surprise, on n'a rien compris. Ici, c'est Amour. Oui, Amour Ayou. Et de l'autre côté, Samuel Sabin. Oui. Voilà. Merci d'être là. Merci. Oui. Tout à l'heure, en rentrant dans le studio, j'ai été étonné de vous voir porter cette veste. Parce que j'ai perdu la même veste il y a 2 semaines. Et je suis choqué. Vous savez, Bon, si vous voulez que je vous donne ma veste, vous faites la demande en direct. Et puis, je prends tout le monde à témoin. À la fin de l'émission, je vous la donne. Bon, si vous insistez, je ne peux pas refuser. Non, comme vous le savez, moi, avant de venir ici, j'étais sur les nerfs. Vous étiez sur les nerfs? Ouais, vraiment, j'étais en colère puisqu'il y a quelqu'un qui me doit 35 francs. Il a de cela 3 ans. 35 francs? Ouais, bon. Mais quand je vous ai vu, vraiment, ça a dilué, votre habillement a dilué un peu le degré de ma colère parce que ça présente un aspect thérapeutique. Donc, oui, c'est vrai en plus. Hein. Il a raison parce que vous êtes bien habillé. Je vois une plume à votre poitrine. C'est la plume de quel oiseau déjà? Devinez, je vous laisse deviner. Si vous devinez, je vous promets un cadeau. Je prends les téléspectateurs c'est la plume d'une poule rouge. C'est pas une poule rouge du tout. En tout cas, c'est joli. Hein? Merci Rock, c'est pareil pour vous. Hein. Aujourd'hui, nous, on n'a pas porté les blouses parce qu'on dit il faut innover la créativité. Nous, on ne veut pas faire comme tous les autres docteurs. Et ce que vous avez mis sur la tête là, c'est pour aller où? Non, comme on l'avait dit l'autre fois, c'est les casques de protection. De sécurité. De sécurité, voilà. Casque de protection, de sécurité. De sécurité, parce que donc, nous sommes vous des êtes sûr docteurs. que si vous tombez, vous n'aurez rien à la tête? Ça, je ne saurais le dire. Ça, parce que nous, on travaille au laboratoire. Vous voyez, bon, étant donné que nous sommes des docteurs, moi, j'ai effectué des recherches. Bien, ce sont des casques pour la tête. Bon, contre le Covid. Après, on va en parler. Moi, la semaine dernière, j'ai mené mes recherches sur la galette. J'ai enfin compris que vraiment la galette n'est pas une bonne chose. Depuis quand la galette m'a appris, même les rats qui se promènent dans ma chambre, mon fils aussi, je ne les vois plus. Ces rats sont devenus aussi rares, on ne les voit plus. Oui, parce que vous les avez mangés en temps. Bon, même pas. Vous voyez aussi, il y a plusieurs types de galets. Il y a la galette des étudiants, la galette des mécaniciens, la galette des journalistes. Attention. Non, c'est la galette des journalistes qui m'intéresse. Hein. Vous allez nous expliquer. Non, vous savez, nous on est là juste pour expliquer les trucs, quoi. Quand un étudiant est en galère, c'est en ce moment son bic devient un bonbon à bâton. En salle, vous allez voir en plein coup, ils sont en train de sucer son bic. Ça, c'est la galère. Ça. Les étudiantes aussi, l'heure de la pause à 10h où tout le monde est à la pause, vous allez voir ça. En ce moment, les étudiantes deviennent des lectrices. Elles sont concentrées devant les romans en train de lire. Voilà, ça, c'est les effets de la galère. C'est ça. Mais quand la galère prend un mécanicien, surtout en temps d'amaton, c'est là où la moteur devient pommade. Mais là où c'est un peu intéressant. Vous allez nous expliquer un peu la suite, hein, Samuel Sabin. Non, lui a parlé de la galère. Moi, je ne veux pas parler de la galère. Moi, constatons qu'il y a crise économique. La crise économique sévit et moi, ça me gêne beaucoup. Et c'est ça qui m'a poussé à entrer au laboratoire et j'ai fait mes recherches et j'ai découvert. Comment ça s'appelle déjà votre laboratoire? Bon, les médecins du riz. Les médecins du riz. Donc, en faisant mes recherches, j'ai découvert que c'est à cause du nombre, l'augmentation anarchique du célibat qu'il y a crise économique. Comment ça? Vous allez comprendre tout à l'heure. Vous voyez, moi je ne peux pas comprendre. J'ai invité un ami, j'ai dit frère, si on va manger comme, il vient s'asseoir, il m'en cause 1500.
Si c'était pas... Attendez, c'est c'est comme une Sans exploitation. poisson, sans poisson. Ouais, ça cause la crise économique et c'est pas bon, il faut lutter contre ça. C'est grave. Mais ça, c'est petit. C'est une amie qui a mangé. Non, comme c'est un vous, ami. ça? C'est un ami. Il est derrière, assis là. C'est lui qui a mangé ça. C'est preuve. C'est à cause de ça que je l'ai amené. Il ne peut pas refuser. Il peut pas Malheureusement, refuser. les téléspectateurs ne peuvent pas le voir. Effectivement, vous êtes venus à 3. Exactement. Parfois, tu exagères. Non. Lui-même, il sait Diminue un peu les il sait combien il a mangé. Il sait combien il a mangé. Comme 1500. Ah, Oui, sans quand poisson. Sans on va poisson. manger comme pour 1500. Bon, Ça, je c'est un événement. Excuse-moi, je demande au ministre de l'économie, non, ministre du développement, et de trouver une solution à ça. S'il faut même organiser des mariages surprises pour ces gens qui sont célibataires. Parce que Ça. s'ils sont mariés là, ils vont maintenant travailler et ils vont plus manger comme ça. Eux seuls, 1500. C'est vraiment criard. C'est vraiment criard. Je parlais, on doit vraiment lutter contre la galère, surtout la galère des journalistes. On a essayé Vous de y vous tenez. couper, mais- Oui, non, on doit lutter. Vous voyez les efforts que D'accord. vous financez ici en matière de communication, tout. Quand la galère prend un journaliste, Oui. c'est en ce moment, il cherche Novella sur KPFM. Je suis sûre que ce n'est pas encore arrivé. Ruth. C'est pas encore arrivé. Mais ça n'arrivera pas, par la grâce de Dieu. C'est vous qui cherchez Novella. Oh non, c'est au laboratoire qu'on a découvert ce type de galère. D'accord. Ce sont les fruits de nos recherches. On a compris. Les fruits de vos recherches sont assez importants. Je ne sais pas si je dois le dire maintenant. Bon, le temps, malheureusement, est Non, réservez ça. Quand vous allez descendre, vous savez, il y a de grands professeurs qui sont dans ce studio. Ceux qui ont des laboratoires, ils vont vous poser Ils vont- certaines questions Pas de problème. sur votre démarche méthodologique. Exactement. Justement, On fait de la ils vont- recherche ils vont- quantitative et qualitative. Ah, Bien d'accord. sûr, il En faut tout cas, que- le professeur Rock Rouy est là. Il va vous poser la question. Je vous raccompagne tout à l'heure. On va se retrouver vers la fin de l'émission pour la seconde partie du rire. Alors, Jennifer. C'est Ouais. le moment de passer au clip du jour. Vous étiez tellement pressé d'annoncer ça aux téléspectateurs. Ah oui, hein, vous savez, c'est une émission vous a manqué de matinale. danser un Oui, peu. bien sûr. Le matin, il faut permettre à chaque téléspectateur de se réveiller hein, dans la bonne humeur, sur son bon pied, comme Tout à on le fait. dit, sur son pied d'appel. Tout à fait. Et comme ça, nous aidons nos téléspectateurs à entamer leur journée dans le rire et aussi dans la musique. C'est pourquoi nous allons voir le clip du jour, ce que vous avez réservé justement pour nos téléspectateurs aujourd'hui. Oui. Dancer on the beat. Ma baby, pas de stress. Toi et moi, c'est danger. Ma baby, faut pas te vexer. C'est déjà scellé. Ils veulent nous voir séparés pour pouvoir se marrer. Mais t'inquiète, on va les bêcher. Ils seront humiliés. Quand tu trouves le bon, tu ne veux plus rien. Non, j'ai trouvé ma moitié. C'est pas les mamies, les lotos, que chacun chante. Non, pour nous de se gérer. Sa façon de poser les yeux sur moi nous donne envie de crier. Sans parler d'habitude.
voilà, c'était là José que vous avez admiré à travers ce clip Ma moitié Jennifer Sativi. Exactement. Oui, c'est vous qui nous l'avez choisi. Vous avez voulu partager, je livre le secret. C'est vous qui avez voulu. C'est vous qui avez voulu offrir ce clip à nos téléspectateurs ce matin. Oui, ça dit quoi déjà? Oui, en fait, j'ai choisi ce clip. Pourquoi? Parce que c'est une déclaration d'amour, c'est une très belle chanson, mais surtout, on a célébré les familles il n'y a pas longtemps. Donc, voilà, c'est pour leur faire honneur, hein, c'est pour le plaisir des téléspectatrices. Tout à fait. Et elle dit ma moitié, elle a enfin trouvé sa moitié. Sa moitié, elle ne veut plus rien d'autre. Ben, vous savez, dans une chanson précédente, elle demandait à l'homme quel diplôme tu veux. Oui, bon, elle l'a laissé, hein, celui-là. Bon, peut-être que maintenant qu'elle a trouvé sa moitié, elle le laisse tomber. Elle a obtenu le diplôme qu'il fallait avoir. En tout cas, c'est une belle chanson hein, pour déclarer sa flamme, pour être scotché à sa moitié. Nous allons retrouver ce clip à la fin de cette émission. Encore, vous qui ne l'avez pas savouré comme vous devriez le faire, eh bien, vous n'avez encore rien raté. Asseyez-vous seulement. À la fin, nous allons ramener ce clip. Alors, Jennifer, nos invités, hein, ils sont déjà autour de la table. Nous allons les découvrir juste après ce jingle pour faire le débat sur les plantes médicinales. Oui, Jennifer Sativi. Voilà, nous l'avions déjà annoncé en début d'émission. Donc, nous traitons de la question plantes médicinales. Peut-on se fier à la transmission du savoir? Et nous sommes allés chercher des invités très intéressants. Justement, nous avons un professeur d'anthropologie médicale, Monsieur Roch Rouirin. Bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Voilà, donc en face de vous, nous avons un tradithérapeute, Monsieur Salavi Gabriel. Vous êtes également le président de l'Association nationale pour la promotion de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle. C'est sûr que vous aurez beaucoup de choses à nous dire sur le sujet. Bien sûr. C'est un plaisir. Donc au téléphone, Roch, nous aurons également un médecin, Dr Vivienne Boko. Oui, Dr Vivienne Boko, nous l'aurons au téléphone dans quelques minutes pour nous apporter sa lecture de l'usage des plantes médicinales pour traiter certaines maladies et aussi la conception que l'on a de ces plantes médicinales en Afrique. Je voudrais déjà commencer par vous qui êtes tradit thérapeute, c'est bien ça. Alors, est-ce que vous confirmez qu'à travers les plantes, on peut guérir effectivement les maladies? Ça, c'est un axiome. Ce qui n'est plus à démontrer aujourd'hui, oui. C'est le vécu quotidien. C'est le vécu quotidien. Oui. Mais comment peut-on savoir que c'est telle plante qui peut guérir telle maladie? Non, très simple aujourd'hui, lorsque vous recevez un patient, comme praticien de la médecine traditionnelle, il y a, par le biais de nos autorités, des formations qui nous ont permis de comprendre les voies qu'il faut emprunter pour diagnostiquer le mal. Quand le mal est diagnostiqué, que vous exercez votre produit, après le traitement, il y a encore le post-analyse ou post-examen qui se fait. Donc, suite à ça, on découvre la guérison, que le produit est efficace sur la maladie, c'est-à-dire que la maladie disparaît. Donc, ça veut dire que le produit a agi. Mais comment vous êtes arrivé? Parce que ce n'est pas une seule plante, il y a plusieurs plantes. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous oriente vers une plante pour le traitement d'une maladie donnée? Déjà, vous savez, dans la tradition, oui, il y a eu des passages qui nous ont laissé ce chemin, puisque ces produits ont été utilisés par nos pères et nous avons déjà connaissance de ça. Sinon, on ne tombe pas sur un produit, une plante, et le chercher, commencez pas à traiter avec ça. C'est parce que vous avez déjà un antécédent de connaissance qui vous permet de dire cette plante peut traiter le mal. Donc, ce n'est pas un travail qu'on fait dans un vide ou dans un tâtonnement. Autrement dit, c'est une transmission orale qui se fait. Oui. Vous assistez... à des transmissions orales, oui, de père en fils,
jusqu'à notre génération aujourd'hui. Mais vous savez, la mémoire n'est toujours pas fidèle. Oui, oui, bien sûr. Ben, écoutez, par le travail assidu de nos professeurs comme le professeur Roch Ouirin, donc nous sommes conscients tous aujourd'hui, hein, et la transmission se fait aujourd'hui même par écrit. Et nous intéressons même nos fils à nos travaux. Il y a des enfants qui ont fini leurs études, mais qui, au lieu d'aller peut-être se promener dans les autres pays, comme quoi cherchant de travail, bon, ils savent qu'ils peuvent s'adonner à ce secteur qui est aujourd'hui porteur. Oui, un secteur dans lequel il se produit également beaucoup de choses. Nous allons en parler tout à l'heure, Jennifer. Justement, quand on suit M. Salavi, on se rend compte que c'est une transmission de génération en génération, mais aussi un travail de recherche comme vous en faites justement. Mais ce n'est pas le cas partout. Très rapidement, nous allons au marché. Les bonnes dames nous donnent des orientations, je dirais des posologies. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème ou est-ce qu'on peut à tout moment faire confiance du moment qu'il s'agit d'une plante? Non, effectivement, je voudrais revenir sur les mécanismes de transmission du savoir en médecine traditionnelle. C'est vrai, on le fait pas de père en fils, donc par la formation, par l'éducation, une transmission pratique, parce que vous l'exercez auprès de votre aîné tous les jours, mais également il y a une transmission par achat. C'est un remède, le spécialiste est là, je sais qu'il a un remède contre le diabète, contre l'hypertension, contre le paludisme, je vais acheter. Donc ça c'est courant. Donc, il me donne le remède contre espèce sonnante ou contre un cadeau. Ça, c'est un second mode de transmission du savoir. Il fait le remède et il vous remet, vous l'utilisez, il vous donne ou bien les ingrédients. Il vous dit le procédé de fabrication, il vous l'enseigne, il vous l'offre. Donc, vous pouvez l'acheter. Comme aussi, il peut vous donner ça par don. Donc, la recette. Il vous donne ça par don. Il y a plusieurs mécanismes. Donc, j'ai cité de père en fils. Oui. Donc, l'éducation qui dure 10 ans, 20 ans même aussi auprès de l'aîné. Il y a également l'achat de la recette. Il y a également le don. Lorsque il découvre en vous certaines qualités, il peut vous offrir la recette. Et ne pas que le produit que vous allez utiliser de façon spontanée, momentanée, mais il vous donne la recette. Mais il y a également le mode de transmission par expérience personnelle. Voilà. Donc, beaucoup de spécialistes comme M. Salavi découvrent au décours de leurs expériences personnelles que telle plante guérit telle autre maladie auquel ils n'avaient même pas pensé. Donc, ça, c'est l'expérience personnelle. Mais il y a également l'observation de la nature. Beaucoup de spécialistes, surtout en milieu rural, observent les animaux. Voilà, tel animal dédaigne telle plante. Tel animal, lorsqu'il est blessé, aime brouter telle plante. Donc ça, ils observent la nature et de ce point de vue, ils l'appliquent à l'homme. Donc il y a différents modes de transmission du savoir, d'acquisition du savoir en médecine traditionnelle. Il y a également beaucoup de praticiens qui parlent de révélation spirituelle. Là, j'ai dormi et j'ai rêvé que telle plante, parce qu'il y a j'ai un patient qui a un mal qui ne guérit pas. Tiens, j'ai rêvé, telle plante m'a été... Voilà. Mais généralement, quand ça arrive et que c'était une fausse révélation, on va chercher une plante qu'on lui demande de triturer, de boire. Il boit et puis la maladie s'aggrave. Comment gérer ces cas? Oui, il y a toujours des dommages collatéraux dans toute médecine et dans toute pratique. Mais en général, lorsqu'ils font cette révélation, ils ont des procédés. Ils expérimentent sur les animaux avant de l'appliquer à l'homme. Ils ont quand même des manières de s'en sortir. Et les cas ne sont pas aussi nombreuses comme on pourrait le penser. Et ces travaux de recherche justement approfondis, est-ce qu'on peut dire qu'elles sont indispensables? Parce qu'il y a certaines personnes justement qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, prescrivent telle ou telle plante pour le palu par exemple, mais les posologies varient en fonction du vendeur par exemple. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, le secteur de la médecine traditionnelle a été... Nous avons connu une invasion par des charlatans, ce qui fait que beaucoup de gens hésitent. C'est presque devenu un refuge à chômeurs. Lorsque vous n'avez rien à faire, lorsque vous êtes au chômage, beaucoup de gens s'investissent dans ce domaine-là, surtout en milieu urbain, où on peut facilement vous prendre 100 000 francs, 500 000 francs pour de l'eau minérale, contre de l'eau minérale. Donc, si beaucoup de gens investissent ce secteur, et c'est là où le danger. Sinon, en milieu rural, ça se passe très bien. 80% de la population
Ça, nous avons fait des enquêtes depuis 2000. Je ne sais pas aujourd'hui les statistiques exactes recours à cette médecine-là, 80%. Ouais, c'est toutes ces pratiques, toutes ces connaissances, tous ces produits qui existaient avant la période coloniale, qui permettent de prévenir les maladies, de les traiter. C'est ça, la médecine traditionnelle. C'est vrai que c'est comme ça qu'on traitait les maladies par la médecine traditionnelle. Jennifer l'a dit tout à l'heure. Vous allez au marché, vous voyez les bonnes dames qui sont devant, excusez le terme, un étalage de broussailles. Et puis vous venez, ce sont elles qui commencent à vous choisir les ingrédients. Pour toutes sortes de maladies. Pour toutes sortes, c'est comme si elles sont venues, quelle que soit la maladie, le problème que vous leur apportez, elles trouvent la feuille. Est-ce que c'est crédible? Pas tous les problèmes. Il y a la médecine populaire, aussi bien la médecine moderne. Il y a la dimension populaire de la médecine. Lorsque vous avez le paludisme, vous faites de l'automédication ou quelqu'un vous indique un médicament, vous allez en pharmacie, on ne vous exige pas une ordonnance. Donc il y a une dimension populaire de chaque médecine. Donc en médecine traditionnelle, la dimension populaire, les recettes de vieilles dames, tout le monde peut vraiment recourir à ça. Je crois que c'est à cela qu'il faut associer ce qui se passe dans les marchés. Sinon il y a la médecine traditionnelle spécialisée. Là, la bonne dame vous dira carrément d'aller voir un spécialiste. Ok. Alors, Monsieur Salavi, justement, ces enseignements-là que vous recevez depuis des générations, on se demande si les procédés sont toujours comme au temps de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents peut-être, parce qu'une oreille transmet à une autre oreille. Donc, depuis plusieurs générations, est-ce qu'on est sûr que cette transmission-là se fait de manière fiable? Oui, justement, aujourd'hui, il y a même plus, je vais dire, qu'il y a même d'amélioration. D'accord. Puisque aujourd'hui, il y a même les analyses qui sont nécessaires avant d'administrer la plupart des produits à nos jours. Et je vais donner beaucoup d'exemples sur les laboratoires de la place qui sont tenus d'analyser nos produits et de dire leur innocuité avant que nous ne l'utilisions. Autrement dit, ce n'est plus comme avant où ça se faisait de façon brutale. Aujourd'hui, il y a une organisation autour qui est en train d'être développée, qui est en train d'être enseignée, qui est en train de faire sujet de sensibilisation. Mais tout le monde n'est pas dans cette même dynamique que vous. Non, autrement dit, vous savez... Comme le professeur l'a dit tout à l'heure, c'est un milieu qui regorge de beaucoup. Oui, bien sûr, mais nous luttons pour que tout le monde vienne là. Parce qu'il s'agit de la santé de la population. Même les bonnes dames, à un moment donné, nous commençons par aussi discuter avec elles pour qu'elles puissent comprendre l'enjeu. Puisque après tout, il s'agit de la santé. Oui, donc c'est un travail de longue haleine et nous le ferons tous pour amener à ça. Je crois que les pouvoirs, à chaque fois, ne cessent pas d'apporter leur appui pour qu'on arrive réellement à une médecine traditionnelle bien améliorée. Mais lorsqu'il arrive, par exemple, qu'un patient vienne vous voir et que vous lui demandez d'aller faire des analyses et qu'il revienne, est-ce que ce n'est pas une manière de l'amener à croire en ce que vous faites? Est-ce que ce n'est pas une façon de lui vendre que du vent? C'est comme si vous faites quelque chose de professionnel. Souvent, les tradithérapeutes qu'on voit aujourd'hui, vous allez les voir, ils disent allez faire telle analyse. Vous souffrez du diabète, allez faire telle analyse. C'est comme si vous leur montrez un chemin pour créditer ce que vous faites. Non, est-ce que c'est ça justement? C'est plutôt la fiabilité qui nous oblige. Puisqu'on ne veut pas aller dans le tâtonnement, on ne veut plus aller dans le tâtonnement. Aujourd'hui, par exemple, je vais donner un simple exemple. Si je veux traiter, par exemple, le myome pour une dame, elle doit m'amener l'échographie. Et moi, je demande même les mesures de l'échographie, ce qui me dit quoi? Si la personne est disponible à suivre un soin, alors elle doit être prête à aussi faire l'échographie, ce qui veut dire que si elle commence par utiliser, à mi-chemin, il y a déjà une des secondes échographie qui est faite pour voir si le volume diminue. Au cas où le volume diminue, alors elle continue parce qu'à chaque grosseur, à chaque
nombre à utiliser ou à chaque dose à utiliser. Donc c'est souvent ça qui nous amène à ces analyses. Mais souvent, lorsqu'il n'y a pas, le patient ne trouve pas d'amélioration. On trouve que peut-être qu'il est en train de manger telle chose. Est-ce que vous mangez telle chose? Non, ne mangez pas. C'est parce que vous mangez tel aliment que le truc ne diminue pas. Monsieur le journaliste, le vrai produit ne connaît pas si vous mangez tel ou tel. Ça, je vous dis la vérité. Si le produit est disposé réellement pour le mal est traité. Puisque le traitement ne dure pas plus que 1 à 3 mois au plus. Alors, si c'est dans 1 mois et que la personne utilise le produit correctement dans 1 mois, c'est qu'on doit voir les résultats. Donc, autrement dit, lorsque un patient commence par utiliser un produit traditionnel de renom, ça doit donner des réponses. Nous voulons vraiment que les gens nous suivent dans l'objectif de changer ou d'améliorer. Vous voyez, nous ne voulons plus rester dans la médiocrité. Donc, c'est en cela que moi, j'accepte ces débats et que je voudrais qu'on le conduise dans ce sens pour que les gens qui vont nous écouter sachent qu'il n'y a plus le désordre qui doit continuer. On doit changer les choses. Et maintenant, il faut quand même mettre sur place des méthodes pour que ça puisse aller. D'accord. Alors, M. Salavi a bien fait de parler de désordre puisqu'il fut une période où il y a eu beaucoup de communication par rapport à certaines dérives. Donc, si vous nous rassurez actuellement, comment on peut être sûr de ce médecin-là, ce tradithérapeute qui nous reçoit? Qu'est-ce qu'on peut prendre en compte pour se dire oui, on peut lui faire confiance? Oui, en général, les produits à base de plantes suivent un procédé d'homologation bien institué dans la sous-région. Et il faut, avant de parler de cette procédure, je voudrais différencier la médecine traditionnelle au village et de la médecine traditionnelle en ville. Ah bon? Au village, le monsieur, il a hérité de son papa, il a une clientèle variée. Vous allez dans certains villages au Bénin, c'est 100-150 personnes qu'il traite par jour. Il ne prend presque rien. Donc, il compte sur l'héritage traditionnel, ancestral. Ses enfants sont là, l'accompagnent dans le traitement. Donc, il ne prend presque rien. C'est peut-être on lui donne un cadeau, poulet, un sac de... Voilà. Et même les malades sont là, c'est lui qui les héberge, qui les nourrit, les entretient. Ça, c'est une médecine à part, vraiment basée sur une procédure vraiment sociale, populaire. En dehors de ça, il y a ceux qui sont en ville, qui veulent une reconnaissance de l'État. Ceux-là sont obligés de satisfaire certaines exigences qui regroupent 3 éléments fondamentaux. Vous dites que votre produit a des propriétés antipaludiques. Il faut démontrer cela. Donc, vous devez aller au laboratoire, on va faire des analyses sur des animaux, les rats, ensuite sur l'homme, etc., pour voir si le produit est efficace. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle l'innocuité. C'est vrai que votre produit peut avoir des propriétés antipaludiques, mais également des conséquences sur le cœur, sur le foie. Donc, on doit pouvoir comprendre ces phénomènes-là. Est-ce que vraiment l'innocuité a été analysée et que tout va très bien à ce niveau-là? Ensuite, il y a la qualité. Lorsque le guérisseur cueille la plante au champ, du champ jusqu'au produit fini consommable, est-ce que le produit est exempt de contamination par des microbes? Les excréments humains au champ, après lorsqu'il sèche à la maison chez lui, est-ce qu'il n'y a pas eu occasion de contamination? Vous allez voir que certains produits, lorsque vous ouvrez, c'est une bombe. Parce qu'il y a des moisissures, surtout les formes liquides. Voilà, ça explose ou bien, vous voyez, voilà, il y a des moisissures autour. Donc, ça veut dire que le niveau de conservation lié à la qualité n'est pas requise. Donc, si bien que les praticiens préfèrent les formes poudres de conservation plus faciles. Vous allez voir beaucoup de choses, c'est des poudres qu'il faut laper, etc. Il faut mettre dans... Oui, voilà. Mais justement, bien des poudres qu'il faut mettre dans un liquide tiède. Liquide, voilà, c'est de conservation plus facile. Lorsque vous buvez, ça laisse encore des dépôts. Est-ce que ces dépôts-là ne dérangent pas le rein? Après, ça ne crée pas de problèmes au fonctionnement du rein? Pas forcément. Le dépôt n'a rien à voir avec le dysfonctionnement des reins. Le dépôt, c'est juste que cette médecine n'a pas connu la même évolution que son homologue de la médecine dite moderne. Mais il faut également dire, et je voudrais insister là-dessus, aujourd'hui, beaucoup d'efforts se font. Et vous allez voir que tous les médicaments vendus relèvent de la catégorie 2. Au village, on parle de production extemporanée, c'est-à-dire que vous venez, le guérisseur va dans son champ, il cueille la plante, il triture et vous donne en même temps. De même, vous revenez, c'est la même approche. Mais en ville, vous allez voir, il y a un niveau de conservation des plantes, donc on peut déjà avoir confiance
à cette production-là. Il y a une production semi-industrielle, ils ont, voilà. Et on les accompagne dans l'environnement. Au village, par exemple, le guérisseur, son hôpital et en même temps sa maison. Oui. Voilà. Donc il y a un risque de contamination de la peste avec sa famille et tout le reste. Mais en ville, ils commencent par séparer les deux. D'accord, très bien. Nous allons voir rapidement avec des Béninois que nous avons rencontrés quelle est leur habitude pour traiter les maladies. Est-ce qu'ils ont souvent recours aux plantes médicinales pour traiter des maladies? Que pensent-ils de la pharmacopée et le système de transmission justement de ces vertus? Nous allons les écouter. Il y a des tisanes que nous conseillons aux clients de ne pas boire à midi pour ne pas être fatigué à cause du soleil. Il va la prendre plutôt le matin et le soir. Il y a d'autres qu'il va boire matin, midi et soir. C'est l'apprentissage et l'expérience qui guident le vendeur. Si on s'est organisé, c'est un désordre pur. Avec les publicités bizarres à la radio, à la télé, là. En tout cas, moi, je n'utilise pas. Parce que je ne veux pas du sérieux dedans. Je ne veux pas du tout du sérieux dedans. Donc... Dans une année, moi, je traite par lui à l'aide des plantes, moins 2 fois par an. 2 fois par an. 6 mois, je prends ça. Et je suis toujours vivant sur les pieds. Et je marche beaucoup. Voilà. Mais si d'autres ne veulent pas respecter la dose, tant pis pour eux. Les plantes nous font du bien. Si la transmission est bien, la concession aussi sera bien. Donc du coup, il faut essayer de voir la transmission d'abord. Quand il y a une mauvaise transmission, je pense que la concession sera un peu difficile à bien capter. C'est un héritage de notre grand-père. Nous sommes nés dedans. Aujourd'hui, par exemple, un produit à attribuer à un patient, c'est à prendre avec le verre talopémie, qu'on appelle le verre à thé, le cuilleré à café, le cuilleré à soupe. Voilà. Assez de réactions assez importantes. Vous avez suivi monsieur Salavi, c'est bien ça? Bien sûr. Voilà, vous avez su quelles sont vos réactions. On vous a attaqué dedans, que c'est du désordre. Vous avez entendu, il y en a aussi qui vous ont encensé. Ouais. Oui, ben, on ne peut pas refuser à quelqu'un d'exprimer son opinion. C'est normal, puisqu'il est tombé dans le désordre, il doit exprimer son opinion pour le désordre. Mais s'il tombait peut-être dans le bienfait, je crois que son opinion va aussi changer. C'est pourquoi la lutte aujourd'hui, c'est d'amener à la conscientisation de la chose. Puisque c'est inévitable, c'est obligatoire cette médecine, mais il faut aussi la canaliser pour... Pourquoi vous pensez que c'est obligatoire cette médecine? C'est obligatoire parce que, vous savez, monsieur le journaliste, oui, dites-moi. Tu me vois, je suis jeune maintenant, non? Très beau, non? Très jeune et très beau. Mais j'étais géant avec ventre devant. Ah bon? Bien sûr. Mais moi, je suis dans la plante. Et je vous dis que la plante nous fait du bien. Il faut reconnaître ça. En plusieurs domaines de la vie, la plante est bonne. Maintenant, bon, si quelqu'un ne sait pas comment l'utiliser, il faut qu'on l'aide à l'utiliser. Mais si la plante est bonne, vous, tel que vous vantez les mérites de ces plantes médicinales, pourquoi beaucoup de personnes hésitent à aller à ces plantes? Vous savez, il y a aussi... Bon, moi, je reconnais que quand on parle de plantes aujourd'hui, quand on parle de plantes, la plupart de nos plantes ne sont que des mangers, des alicaments, des nourritures. Bon, vous savez que le quinquin est une plante qu'on utilise. Le boma est une plante qu'on utilise. C'est un légume. Le tiayo est une plante qu'on utilise. Ah, c'est en même temps des légumes. Le gombo est une plante qu'on utilise. C'est en même temps des légumes. Et autant de choses que nous utilisons en médecine traditionnelle, mais qui sont en même temps le manger. Est-ce que ces manger nous tue? Non. Donc, parfois, on a l'impression que quand on voit ça, qu'on ne dit pas que c'est cette plante-là, on a l'intention que ça peut me faire du mal. Mais la plupart de nos produits ne sont que de manger. Pour vous dire la vérité. Ces choses que nous utilisons sont mangées. Mangées par les animaux, mangées par les hommes avant nous et mangées aujourd'hui par nous. Donc c'est dans ce contexte qu'il faut reconnaître la chose. Sinon, les gens auront peur de la vie et choisir gratuitement
leur mort. Mais est-ce que vous ne voyez pas que ceux qui se disent détenteurs de ces savoirs, de ces vertus, leur comportement, quelqu'un détient un secret, une vertu par rapport à une plante, du jour au lendemain, vous le voyez avec un collier au cou, avec un chapeau, il se fait appeler Da, etc. Et puis il s'entoure de mythes. Est-ce que ce n'est pas l'une des causes qui refoule justement les gens? Vous savez, moi, ce domaine, je ne peux pas aller trop loin dessus, simplement parce que c'est ce domaine qui est encouragé aujourd'hui. Aujourd'hui, la médecine traditionnelle n'a pas de soutien, mais ce domaine a de soutien, de colossal soutien. Ce qui veut dire que aujourd'hui, si vous envoyez Guigri en France, on amène ça librement. Mais si vous envoyez médicaments, on arrête ça en chemin. Vous ne voyez pas qu'il y a paradoxe? Donc, on ne veut pas que la médecine traditionnelle évolue, mais on veut on veut nous faire, nous tromper. C'est-à-dire, les films qui sont ailleurs veulent nous montrer que les guigris sont bons, continuez ça, mais les médicaments, cessez ça. Alors, c'est un travail que nous devons faire tous. C'est un combat à nous tous. Sinon, les bonnes choses, nous allons les détruire et choisir ce qui n'est pas bien. Vous voyez, nos gens, aujourd'hui, ceux qui mettent de mythes autour, sensibilisation va les aider aussi à abandonner ces choses. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons que la médecine traditionnelle devienne quelque chose de tous. Quelque chose de tous et aimé de tous. Et c'est notre volonté. Je crois que ce boulot est avoué à nous. D'accord. Monsieur, vous avez également suivi la vie des populations et justement les propos de Monsieur Salavi. Donc, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Oui, effectivement, beaucoup de gens dédaignent la médecine traditionnelle, surtout en milieu urbain, parce qu'il y a beaucoup de charlatans dans le secteur. Donc, on ne sait pas à qui se fier réellement. Deuxièmement, il y a l'effet des religions importées. Et ceux qui sont adeptes de ces religions, très nombreux en ville, ne voient la médecine traditionnelle que dans sa dimension ritualiste. Tuer un poulet, tuer un cabri, et se contentent de ça par ignorance et pensent que la médecine se limite à ces rituels-là. Donc, ils dédaignent également les plantes. Mais il y a également ceux qui ont le choix. Parce que la médecine traditionnelle, c'est vraiment le recours des personnes pauvres. Donc, ceux qui ont le choix d'aller en pharmacie estiment que ce n'est pas nécessaire de recourir aux plantes. Donc, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Et le plus important, c'est la désorganisation du secteur, des acteurs qui sont au cœur du dispositif mis en place. Alors, vous qui êtes professeur d'anthropologie médicale, si je vous demandais quelle différence on peut faire entre la médecine des Blancs, qui nous rassure plus dans la plupart des cas, et la médecine traditionnelle qui nous fait un peu peur? La médecine traditionnelle fait peur à qui? Peut-être, je ne sais pas, comme le Béninois. C'est 80% de la population qui recourt à cette médecine. Peut-être vous qui êtes minorité, 0,0%, c'est à vous que ça fait peur. Oui, justement, ces populations-là qui ont parlé de désordre et tout ça dans l'élément qu'on a suivi tout à l'heure. Oui, ça ne fait pas encore peur aux gens. Jusqu'à que personnes sont sceptiques par rapport aux acteurs qui sont vraiment devant elles. Mais sinon, la plupart dans les villages, pas juste quelques personnes. Vous savez, il y a les médecins également qui interdisent aux gens d'aller à la consommation des médicaments comme ça, des tisanes, parce qu'on ne maîtrise pas la toxicité de ces produits qui peuvent agir également sur l'organisme. Vous savez, c'est un défi effectivement par rapport à la médecine traditionnelle, tout ce qui est dosage. Mais par expérience, les gens ont toujours un dosage qu'il faut proposer. On a parlé de talopémie, on a parlé de beaucoup d'autres procédés qui permettent de cerner le dosage. C'est vrai qu'il y a des efforts à faire dans ce domaine où on peut faire des analyses de toxicité, mais il faut reconnaître que la médecine traditionnelle est beaucoup plus holistique. Parce que certains, par raillerie, disent que pourquoi votre produit guérit plusieurs maladies. Alors qu'une plante peut guérir plusieurs maladies. Et lorsque vous associez 10 plantes, vous voyez un peu la gamme de maladies que ça peut guérir à la fois. Parfois, c'est au laboratoire, par exemple, qu'on découvre au produit d'autres propriétés que le guérisseur n'avait même pas imaginées. C'est vrai que concomitamment, les effets secondaires peuvent être également importants. Mais il faut comprendre le mode de fonctionnement de la médecine traditionnelle. Et nous sommes dans un contexte où ceux qui valident le processus ne comprennent pas, ils sont incompétents
pouvoir apprécier la médecine dans toute sa complexité. C'est ça. Ceux qui sont acteurs qui valident. Ouais. Chacun veut retirer à la médecine une portion, une dimension qu'il maîtrise le mieux. Et là, ça fausse un peu toute la donne par rapport à cette médecine-là. Très bien. Merci beaucoup. Nous allons établir la liaison téléphonique avec notre sociologue en ligne, docteur... pardon? Notre médecin, oui, en ligne, docteur Vivienne Boko. Bonjour. Bonjour. Oui, madame, nous parlons dans cette émission des plantes médicinales. Vous êtes médecin. Dites-nous déjà, est-ce que vous avez l'habitude de prendre de la tisane, des plantes médicinales pour vous soigner? Alors, merci. Oui, il m'est arrivé à des moments donnés de prendre quelques décoctions de plantes médicinales, mais pas pour se soigner, juste des plantes boostant un peu la vitalité de l'organisme et tout. Mais principalement pour un traitement, je n'en ai pas encore eu l'occasion d'utiliser. Alors, on peut dire que vous faites partie de la frange des Béninois qui hésitent encore à aller aux plantes médicinales pour leur traitement. Oui, en effet. Et pourquoi alors? Alors, mon problème avec les plantes médicinales a toujours été le problème de dosage. Le problème de dosage? De dosage. Vous n'êtes pas sans savoir que la plupart de nos mélanges décoctions on n'a pas une posologie fixe. Et vu les effets secondaires qu'on peut avoir, surtout au niveau rénal, je mets un peu de bémol à utiliser ces plantes pour un traitement. D'accord. Est-ce que vous êtes médecin? Est-ce que vous avez déjà reçu un patient dans votre cabinet ou bien l'hôpital dans lequel vous travaillez et qui s'y est rendu parce qu'il a été intoxiqué par une plante médicinale? Oui. Pardon? Oui, étant donné que je traite beaucoup d'affections chroniques dans ma gamme de clientèle à l'hôpital, je me suis bien retrouvée confrontée à des patients qui, indépendamment du traitement médical que nous leur mettons, utilisaient des plantes médicinales, mais qui nous sont revenus avec des dégâts, pas des dégâts énormes, mais des dégâts quand même, qu'on a su gérer à temps, puisqu'on a pu faire le lien avec l'utilisation des tisanes. D'accord. Et aujourd'hui, vous savez, c'est grâce aux tisanes que nos parents, nos grands-parents, nos aïeux se sont traités avant que ne vienne la médecine moderne. Est-ce que vous préconisez le rejet catégorique de la médecine traditionnelle, l'usage des plantes médicinales pour traiter des maladies, ou bien faut-il associer les deux, ou bien qu'est-ce qu'il y a à faire pour que cela puisse être utilisé sans crainte? Merci. Je crois que les plantes médicinales ont leur valeur et ont prouvé leur efficacité. Alors, le seul problème avec, c'est de pouvoir lier une plante à un traitement d'une affection de façon claire. Dans la transmission des données, des connaissances, c'est sûr, il y a eu des déperditions de données, puisque ça se fait de bouche à oreille. Alors, est-ce que c'est de la manière dont nos aïeux l'utilisaient et avaient le résultat que nous l'utilisons aujourd'hui? Là est la question. Et par contre, de là, je crois qu'il y a un travail un peu scientifique à faire autour de l'utilisation de nos plantes médicinales afin de les valoriser. Parce que, ma foi, je suis sûre qu'elles nous donneraient beaucoup plus d'avantages concomitamment aux produits, au traitement médical qui sont beaucoup plus des résidus de chimiques. D'accord. Alors, Madame Boko, vous avez parlé de certains avantages maintenant et justement, ces personnes qui utilisent ou qui font la promotion de ces plantes médicinales, est-ce que vous pensez que ces plantes font d'office du mal aux personnes qui les consomment? Est-ce que ça ne guérit jamais? Ah non, ces plantes ne font pas d'office du mal. Non.
il y a l'avantage. D'accord. Il y a l'avantage. Il y a beaucoup de personnes qui, ma foi, ne viennent pas à l'hôpital traiter un paludisme, par exemple. D'accord. Mais qui se contentent de prendre leur tisane matinale auprès des bonnes dames et qui s'en trouvent bien guéris par la suite. Mais nous n'avons pas de preuves techniques, nous n'avons pas de preuves scientifiques. D'accord. C'est tout. Merci beaucoup, docteur Vivienne Boko. Vous êtes médecin. Merci de nous avoir apporté votre point de vue par rapport à l'usage des plantes médicinales et à leur transmission. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Merci bien. Ouais. Docteur Rouy, nous revenons sur ce plateau. Vous sembliez ne pas être totalement d'accord avec le développement de madame. Elle est médecin, elle exerce dans la médecine moderne, donc on peut la comprendre, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai qu'on a besoin de faire de la recherche pour voir parmi les cas de toxicité qu'on observe dans les hôpitaux, quelle est la part qui revient à la médecine traditionnelle, parce que les populations dans leur itinéraire thérapeutique font recours à beaucoup de procédés. Au même moment où on va à l'hôpital, on écoute le conseil de la sœur et on va prendre des comprimés dans le marché noir, on prend des tisanes. Finalement, lorsqu'il y a une toxicité hépatique ou sur le foie ou sur le cœur ou sur d'autres organes sensibles ou les reins, comme elle a dit, quelle est la part des plantes? Moi, je sais qu'il y a une étude en Côte d'Ivoire où on a essayé de voir la part des plantes, c'est 5%. 5%. Et les 95%, c'est les médicaments chimiques, mais qui ne sont pas forcément conseillés par le médecin. Donc, les populations s'approvisionnent un peu dans le marché noir, et c'est surtout les médicaments chimiques. Donc, mais est-ce qu'un abus de ces plantes-là, justement, ne peuvent pas causer les dommages dont vous parlez? Consommer plus que de raison, par exemple? Oui, certainement. Surtout certaines plantes qui sont beaucoup plus toxiques que d'autres. Mais en général, c'est tellement dilué, la substance active est tellement diluée dans l'eau, dans beaucoup de substances que la toxicité vraiment est moindre. Elle n'est pas aussi concentrée, la substance n'est pas aussi concentrée dans une plante. On a plus peur d'une insuffisance de traitement que d'une toxicité. Oui, mais vous savez, il y a parfois certaines plantes qui sont tellement amères et c'est cela qu'on vous demande à boire. Vous pensez que le dosage, comme elle en parlait tout à l'heure, aura un effet sur l'organisme? Non, en fait, les plantes amères les tradipraticiens conseillent souvent les plantes amères pour les problèmes hépatiques. Oui, parce qu'ils pensent que vraiment, c'est par expérience. Donc, ce n'est pas parce que c'est forcément amer que c'est concomitamment très toxique. Monsieur Salavi, vous avez également écouté l'avis de notre médecin. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire? Elle a un peu décrié le fonctionnement et le dosage surtout. Oui, je suis d'accord avec elle. Mais je veux souligner que la France, en 2012, avait 41 unités de dialyse. Au Bénin, on a combien? Bon, alors, sa population était 44 millions. Bon, si l'on analyse aujourd'hui, combien de unités de dialyse nous avons ici? En réalité, le problème ne se trouve pas à notre niveau. Le problème se trouve là où les gens ne le cherchent pas. Si tout le monde, nos médecins reviennent rechercher dans la plante avec nous, nous allons régler tous ces problèmes facilement. La Chine aujourd'hui n'est plus à ce niveau où nous sommes. Il faut qu'on dépasse ce niveau afin que nous prenions notre santé en main. Moi, je le dis parce que, qu'on veuille ou pas, les soins que nous prenons n'importe où ne peuvent pas dépasser, ne peuvent pas nous amener à nos soins. Parce qu'avec la réalité que nous vivons, tous les médicaments, si vous les utilisez pendant un temps, vous avez un problème à côté que vous allez traiter après. Ainsi de suite. On ne peut pas venir au monde et couper le cheveu de mon lame. D'accord. Merci beaucoup. Le sujet est tellement intéressant que des téléspectateurs participent également. Nous avons Madame Andrea Bachiumba qui dit que ce sujet attire l'attention sur la question de la santé.
En matière de santé, l'Africain en général fait recours à la vertu des plantes. Le Béninois ne fait pas exception à cette règle. Il faut reconnaître en ces produits le côté positif puis celui négatif. Côté positif parce que curatif, quoi que l'on dise. Côté négatif parce que pas de dosage avec précision, parfois moins coûteux. Produits pharmaceutiques, efficacité et précision sont au rendez-vous, mais à portée de toutes les bourses. Autre chose, c'est qu'il peut avoir risque d'effets indésirables et de dépôt de calcul, comme pour dire que tout ce qui fait du bien a également son mauvais côté. Ok, également un autre message qui nous dit les questions que nous pouvons nous poser sont: comment nos parents ont-ils vécu pour avoir tant de longévité, d'espérance de vie? Y avait-il une pharmacie moderne en leur temps? Peut-on parler de questions de dosage avec la même insistance pour une tisane ou assemblage de plantes naturelles comme dans le cas de substances médicamenteuses ou molécules conservées grâce à des additifs chimiques? Depuis quand l'Occident a-t-il réussi à créer la rupture profonde entre l'Africain et ses remèdes bien efficaces afin de monopoliser le marché du soin? À qui profite l'industrie pharmaceutique ou encore est-ce possible que même les Africains incontournables dans le secteur pharmacien aient assimilé tous Africains tirant ses profits ou fondant de toute sa vie sur l'industrie pharmaceutique puissent sacrifier leurs intérêts pour la restauration des secrets et richesses de plantes brutes? Il continue: la cohabitation, à mon avis hypocrite, entre la pharmacie officialisée et la pharmacopée ne souffre-t-elle pas d'un rapport de force déloyal? Certains acteurs de la pharmacopée n'entourent pas aussi parfois de mythes leur art de façon à démotiver les consommateurs. Et il y a Mme Andrea Bachioma qui revient pour dire: autrefois les recettes n'étaient léguées à une couche donnée. Aujourd'hui, les recettes sont beaucoup plus accessibles à tous, voire les réseaux sociaux. Pour un usage profitable, il n'y a qu'à formaliser les structures de production, avoir des licences d'exploitation afin de donner une crédibilité à son produit. C'est vrai que certains y croient déjà, mais pas tous. Et il faudrait une sensibilisation autour de la promotion des produits locaux. Un message également d'Antino Gisèle qui dit: bonjour à tous, les plantes sont très utiles à l'homme lorsqu'ils sont utilisés à bon escient, suivant le mal à soigner et le dosage correct. Aujourd'hui, avec les croyances religieuses, on refuse d'y recourir sous prétexte que c'est de l'occultisme et on préfère les comprimés. Parfois, c'est la simple ignorance qui fait que les gens refusent d'y recourir, mais on oublie souvent que ces comprimés sont tirés des extraits de plantes. Les Occidentaux ont compris les effets secondaires des comprimés et mettent l'accent sur la phytothérapie actuellement. Le système de transmission n'est pas trop fiable car l'oralité ne permet pas toujours les précisions sur l'usage à en faire. Il faut également systématiser, encadrer les pratiques médecines ayant comme utilisation des plantes, les pratiques médicinales ayant comme utilisation des plantes. La loi doit investir ce camp pour une réglementation des activités médicamenteuses liées aux plantes. Et un dernier message très rapidement, celui de M. Oga Komlan-Simon, qui dit très fiable si celui qui recommande celle-ci maîtrise le dosage adéquat. Laissez-moi vous dire que même les produits pharmaceutiques ont pour source les plantes médicinales. Soulignons aussi que les effets secondaires de ces produits pharmaceutiques sont énormes et l'on ne veut pas nous dire les vérités cachées derrière ces produits-là. Un autre aspect est que les produits pharmaceutiques sont limités parfois dans le traitement des symptômes, tandis que les plantes médicinales viennent répondre proprement à nos cris. Exemple, l'hépatite A, B, C sont incurables, tandis que avec les plantes médicinales, moi j'ai la faveur de vous guérir dans un temps record. Bref, Dieu nous a tout donné. Les autres, c'est un moyen mis sur pied pour enrichir et autres par ces produits qu'il nous convoie en Afrique. Réveillons-nous.
Voilà, c'est le dernier message que nous partageons avec vous. Nous allons rapidement, le temps est complètement imparti. Nous allons faire un dernier tour de table. Nous allons commencer par le professeur Roch Rouin qui prenait beaucoup de notes. Vous allez prendre la parole et cela va tenir lieu de votre mot de fin. Oui, effectivement, les téléspectateurs ont insisté sur les enjeux. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, les médicaments constituent le premier agent financier dans le monde, même bien avant les armes et la drogue. Bien avant les médicaments. Vous avez un peu toute la polémique autour du vaccin contre la COVID-19. Bien sûr. Ils ont également insisté sur des défis, dont la réorganisation des acteurs pour instaurer la confiance avec la population. C'est capital à travers les associations de tradipraticiens. Il y a essai d'une réorganisation, d'extirper de leur rang les charlatans. Voilà. Ça, c'est le premier défi. Le second défi, c'est la recherche. Les gens ont besoin de la recherche pour avoir confiance aux médicaments à base de plantes. Tout à fait. Faire de la recherche sur la toxicité des médicaments, faire de la recherche sur l'efficacité des médicaments, faire de la recherche sur la qualité des médicaments. C'est le deuxième défi. Ils ont également insisté sur, pas vraiment ça, la législation. Il faut une législation forte qui accompagne la médecine traditionnelle. Une législation qui met les acteurs à l'aise avec des procédés d'évaluation simplifiés. Et aussi le système de transmission du savoir, vous l'avez déjà dit également. D'accord. Merci beaucoup, professeur Roch Rouin. Qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure justement ce débat? Oui, moi je veux inviter sincèrement la volonté politique, comme toujours dans ce secteur, pour apporter encore plus la visibilité et l'adhésion. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Selavi. Je rappelle que vous êtes tradithérapeute. En face de vous, il y avait le professeur Roch Rouin. Il est anthropologue, mais... Professeur d'anthropologie médicale. Médicale, voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci pour l'invitation. Voilà, c'est nous. Merci pour merci d'avoir consacré du temps à nous suivre. Mesdames et messieurs, nous allons rapidement marquer une pause, le temps de raccompagner nos invités. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Venez visiter mon beau pays, le Bénin, il vous surprendra. Je vais m'exercer à écrire le nombre de fois que vous allez répéter ça désormais. Ah oui, je suis sûre qu'on sera à 100 avant la fin de l'émission. Il n'y a pas de souci. En tout cas, je suis un ambassadeur du Bénin. Vous le faites si bien. Ouais. Alors, Jennifer, c'était bien, on a parlé des plantes médicinales. En tout cas, nous avons pris bonne note, mesdames et messieurs. Et nous allons enchaîner tout de suite avec us et coutumes. Tout à fait. Nous allons dans quelle région aujourd'hui? Nous sommes chez les Sarhouais aujourd'hui. Les Sarhouais. Tout à fait. Très bien, nous allons chez les Sarhouais pour découvrir cette réalité que va nous présenter justement. Oui, vous savez, il y a une cérémonie de supplication pour ramener la pluie après la saison sèche. Oui, on fait ça à Bomé aussi? Bien sûr, bien sûr. Et comme un peu partout d'ailleurs, peut-être que la façon de le faire à Sarhouais diffère de la façon de le faire ailleurs. Nous allons voir, nous sommes dans une période vraiment propice parce que beaucoup de paysans attendent la tombée de la pluie. Est-ce que c'est dû au retard? Est-ce qu'il faut faire cette cérémonie pour que la pluie tombe afin qu'ils se remettent au champ? En tout cas, nous allons voir comment appelle-t-on la pluie en milieu sarhouais. Les Sarhouais, quand il n'y a pas eu pluie, jusqu'en fin mars, on se demande ce qui se passe.
En milieu sahouais, nous sommes la plupart des agriculteurs. Et les agriculteurs, même ceux qui ne sont pas allés à l'école, ils connaissent exactement les temps de sécheresse, les temps de saison pluvieuse. Les dignitaires se réunissent et ils vont au niveau des oracles, ils font le fa, ils demandent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a fait de mauvais, qu'est-ce qu'il faut pour que la pluie vienne. Et c'est à travers cette consultation-là qu'ils apprennent ce qu'il faut faire, quels sont les sacrifices qu'il faut faire. Et cela dépend de ce qui aurait été entendu. Quand on fait le fa, quand il y a des sacrifices à faire, c'est tout le village qui cotise. Même si c'est 5 francs, chacun peut mettre dedans. C'est n'importe quoi, il faut mettre dedans. Même si c'est 25 francs, on ne fixe pas un taux. Chaque villageois a le devoir de déposer quelque chose. C'est au niveau de cette collecte-là qu'on paye les animaux à offrir. Parfois, on dit que tout le monde doit sortir un jour pour balayer tout le village ou toute la ville. Et on demande, quand c'est comme ça, et le gongonneur, et on passe de village en village, on dit tel jour, à telle heure, on doit balayer nos villages. Et dès que cette cérémonie-là se fait correctement dans les normes, parfois c'est à la fin de cette cérémonie-là même que la pluie commence. La plupart du temps, c'est des bêtes, c'est soit des coqs, c'est soit un mouton. Et puis souvent, les couleurs sont identifiées. On peut dire un coq blanc, tout blanc, ou bien un coq de plumes blanches et noires. C'est de cette façon-là. Mais souvent, les bœufs sont rares. Chez nous, les sacrifices avec les bœufs sont très rares. Mais c'est des moutons, on peut dire un mouton mâle qui a un certain âge donné. Et puis en dehors de ça, si l'oracle décide que ça soit un fétiche, on voit par exemple ce que le fétiche là consomme. Vous savez, il y a des fétiches chez nous qui ne prennent pas de l'huile rouge, par exemple. Donc, ce n'est pas lors de ce sacrifice-là qu'on va dire, parce qu'on a dit de faire de l'huile rouge, il faut aller. Non, c'est chaque fétiche. Si l'oracle désigne le fétiche sur lequel on doit aller déposer l'offrande, c'est compte tenu de ce que ce fétiche-là a l'habitude de prendre comme offrande. Donc, après ça, quand la pluie vient, c'est même les dignitaires eux-mêmes qui vont vers leurs fétiches respectifs pour remercier. Sinon, dès que le sacrifice est fait, la pluie tombe et puis tout le monde est en joie. On va au champ, on commence par cultiver. Et oui, vous en savez désormais un peu plus sur les cérémonies pour faire appel à la pluie en milieu sahouais. Tout à fait, Roch. Ouais. Est-ce que c'est pareil chez vous? Ah oui, bon, je ne m'y connais pas trop. Je ne m'y connais pas trop, donc je ne voudrais pas m'aventurer sur un terrain que je ne maîtrise pas. C'est beaucoup mieux. En tout cas, nous disons merci à la collègue Estelle. Alors, après us et coutume, donc, nous allons découvrir le prénom africain. Et aujourd'hui, le prénom va être un peu spécial. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, je lui dis Nopindin. C'est Jam. Et Garom? C'est Jam, s'il vous plaît. Voilà. Vous connaissez un autre mot à part ça? Oui, bien sûr, je connais un autre mot. Miyeti. C'est très bien. Ah, oui. Bravo, Roch. Ça me dit merci. Ça me dit merci. Hein. Je vous félicite. Miyeti d'être sur le plateau. Et c'est lui qui me l'a appris. Donc, Miyeti, de m'avoir invité sur le plateau. Miyeti, alors. Miyeti, je vous remercie. Et voilà, lui, c'est Samuel Elijah. Il aime bien cette émission et il participe à l'animation de cette émission. Il nous envoie beaucoup de commentaires, de réactions par rapport aux différents
différentes thématiques qui sont mises en débat. Nous lui disons merci. Il est ressortissant de l'ère culturelle Peul et aujourd'hui il est sur le plateau pour nous parler, nous faire découvrir un prénom Peul, n'est-ce pas Jennifer? Exactement, hein, le prénom Oroji. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais nous allons découvrir et en savoir plus sur ce prénom avec M. Samuel Elijah. Bonjour. Bonjour. Ou devrais-je dire Nopinden aussi? Nopinden, c'est pareil. J'espère qu'on va apprendre au moins 2 mois avant de quitter le plateau. Hein. Si vous voulez plus. D'accord. Pour moi, j'ai déjà appris Mienti, donc c'est... Déjà une curiosité, je voudrais savoir comment vous prononcez le prénom du jour. Là. Le prénom Oroji. 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 Oui, vous l'avez mieux prononcé. Oh, bravo. Oroji. 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 C'est pas du français, on ne dit pas Oroji, ça c'est français. Oro, on roule avec la langue. Oroji. Ah d'accord, voilà. Oroji. Oroji. D'accord. Un peu comme Orujo. Exactement. Exactement, mais ça ne veut pas dire la même chose. D'accord, oui, d'accord. Parce que là, Oroji, ça vient d'un verbe ora, qui veut dire tout simplement donner l'ordre au bœuf de quitter le parc pour aller au pâturage. Ora. Ora. Donc si je me mets devant un troupeau de bœufs, je dis ora. Non, c'est-à-dire que, vous savez, les bœufs restent normalement dans un parc quand ils rentrent le soir. Bien sûr. Et le lendemain matin, donc, ils partent pour le pâturage. Ouais. Et pour des parcs un peu limités, pas plus de 100 têtes par exemple, on les retient de façon symbolique avec des cordes autour des cornes. Oui. Et le fait d'enlever ces cordes des cornes, c'est ora. D'accord. C'est ça donc le fait de ora. On est en train de ora les bœufs. C'est ça. Voilà. Donc l'heure de faire le ora là, on est en train de ora. Mais o et na ora. Donc on est en train de donner ainsi l'ordre au bœuf de quitter le parc pour le pâturage. Et si un enfant naît à ce moment-là, donc on l'appelle Oroji. Ok, d'accord. Et si on devait traduire littéralement Oroji, qu'est-ce que ça veut dire? L'enfant qui est né? Oui, l'enfant qui est né à l'heure du départ des bœufs. Pour le pâturage. C'est exact. Ah oui. Et ce prénom a quelle influence sur l'enfant? Est-ce que l'enfant, quand il va grandir, c'est lui qui va à chaque fois passer, enlever les cordes et pour faire le or à ses bœufs, ou bien quelle influence le prénom a sur sa vie? D'abord, j'aimerais dire que, vous le savez, dans presque toutes les coutumes traditionnelles africaines du sud du Sahara, ont des noms spécifiques tenant compte d'un certain nombre de critères, soit c'est le jour de la semaine, soit c'est le mois, soit c'est la période de l'année, soit c'est un événement comme celui-ci par exemple, le moment du départ des bœufs. Alors lorsque c'est le cas par exemple d'un événement, par exemple une fête, parfois il y a également une fête comme le Ramadan par exemple. Un enfant né lors de la fête de Ramadan a un nom spécifique, ça peut avoir une certaine influence, mais quelqu'un qui est né par exemple par rapport au jour de la semaine, je ne vois pas tellement l'influence que ça pourrait avoir, ou bien un nom de rang, parce qu'il y a aussi le rang. C'est-à-dire, vous êtes premier garçon, vous avez un prénom. Si vous êtes deuxième garçon, vous avez ce prénom. Je ne vois pas tellement l'influence que ça peut avoir. Donc, c'est un peu le cas de cet événement-là. Cependant, comme vous le dites, pourquoi pas? C'est-à-dire que, bon, il va se sentir celui-là qui ordonne au bœuf son prénom l'interpelle. De partir un pâturage, pourquoi pas. Et même en dehors de ça, il peut être un leader, il peut être un libérateur également de son peuple. Parce que c'est lui qui libère justement les bœufs, c'est lui qui enlève les cornes des bœufs, pourquoi pas, ça peut avoir cette influence-là. Mais Samuel, dites-nous, est-ce que c'est un prénom porté par une fille ou bien un garçon?
c'est un garçon principalement, mais les filles portent aussi ce prénom. Mais on sait que généralement chez les Peuls, les femmes ne vont pas au pâturage comme ça. Okay. Pour qu'une femme aille au pâturage, il faut vraiment un certain nombre de conditions précises. Un enfant légitime vraiment de cette famille-là ne va pas au pâturage comme ça. Généralement, ce sont les garçons. Donc, c'est beaucoup plus garçon ce prénom. Donc, et lorsque c'est une femme qui naît à cette période... Il n'y a pas forcément, il n'y a pas un nom spécifique. On peut l'appeler ainsi, on peut l'appeler Oroji également. Okay. Mais comme je le dis, comme c'est vraiment rare qu'une femme aille au pâturage, donc il n'y a pas un nom spécifique. Mais on pourrait lui donner ce nom. Par contre, par exemple, lorsque vous prenez la période de transhumance, qu'on appelle Tchedoji. Là, par exemple, puisque les femmes vont également en transhumance. Donc là, il y a un prénom pour une femme qui est née en cette période-là. Donc, il y a certains événements qui concernent les femmes, d'autres qui ne les concernent pas. Super. Merci beaucoup, hein, Samuel. On a appris beaucoup de choses. Hein. C'est vrai que c'est vrai que de façon indirecte, il nous a appris quelques mots. Hein, aura et puis Oroji, et il y a également Tchedoji. Merci beaucoup, hein, Samuel, d'être passé. Mais vous ne partez pas, vous restez sur ce plateau. On va rapidement découvrir la capture du jour. Voilà, la capture du jour va nous parvenir sur l'écran tout à l'heure. Et oui, d'abord, ce que je constate, c'est une capture proposée par Jennifer Sativi. Hein. On voit deux singes, un grand singe et puis son petit apparemment. Et le singe qui a un papier en main, tout comme s'il lisait. Hein. C'est un bulletin, vous allez découvrir... C'est sérieux ça, hein? Samuel, vous voyez ça? Il a tenu la feuille comme un élève ou bien... et puis on dit quoi? Moi en train de regarder 2 sur 20 que mon fils a eu en maths sur un devoir que j'ai entièrement fait à sa place. Oh là là. Voilà, donc le singe, c'est juste pour illustrer. Hein. Vous voyez là la mine tellement inquiète que... Voilà, donc c'est, on va dire, un père qui peut-être a mis ça pour expliquer comment il se sent quand il fait le devoir de son fils entièrement et que le fils revient avec 2 sur 20. Qu'est-ce que ça vous inspire également? Ce qui est sûr, à ce moment, il ne pourra pas dire « j'étais toujours premier ». Ça, c'est sûr. Oui. Il dit « j'étais ». Oui. Bon, j'étais. Ah oui, j'étais. Parce que là, il l'était. Oui. Ce n'est que c'est l'imparfait. Tout à fait. Mais là, aujourd'hui, il a oublié toutes ces notions fondamentales là, ces notions banales là, il a oublié. Donc il peut toujours dire qu'il était, parce qu'on dit Abou Mati qui vient de loin. Ah oui, c'est bien cela. Mais il s'étonne, c'est lui plutôt qui a été évalué, ce n'est pas l'enfant. Tout à fait. Mais pourquoi le singe? Pourquoi le singe? Peut-être que c'est pour caricaturer une philosophie. Vous savez, il y a par exemple des parents qui traitent les exercices à la place de leurs enfants. On apprend la facilité aux enfants. L'enfant vient à la maison avec des exercices. Au lieu de l'amener à traiter lui-même ces exercices, eh bien, on le fait à sa place. Et voilà, l'enfant, il croyait être peut-être le meilleur parce que c'est le parent qui lui a traité cela. Et malheureusement, il a eu la mauvaise note. Et il revient tout furieux voir le parent. Voilà ce que tu m'as fait. On retient que ça peut jouer des tours, hein, cette méthode-là. Bien sûr, oui. Il faut laisser les enfants faire leurs expériences, traiter. Et les accompagner. Les parents auraient pu raisonnablement, s'il ne comprend pas l'exercice, qu'ils lui disent carrément qu'il ne comprend pas, et ne pas faire. Cette anecdote que je vous raconte, par exemple, un enfant qui a demandé à son père où se trouve, dans quel arrondissement, dans quelle commune se trouve tel arrondissement, qu'il ne savait pas, et qui s'est indigné
premier qui lui a dit, mais désormais, il faut chercher avant, il faut aller chercher. Oui. Et quand tu ne cherches pas, il ne faut pas me poser la question. L'enfant allait chercher, l'a trouvé. Oui. Et lui-même ne savait pas. Voilà. Donc, quand il est venu le lui dire, c'est dans telle commune, papa, il dit, voilà, c'est comme ça. Il faut d'habitude chercher avant de venir me demander. C'est une très bonne méthode. C'est ça. En tout cas, c'est ça le message. Il ne faut plus faire l'exercice à la place des enfants. Il faut les aider à aller découvrir eux-mêmes les vrais résultats. Sinon, c'est comme ça. Ouais. Merci beaucoup, Samuel. On se retrouve demain. Vous promettez. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Samuel. On se retrouve demain. Alors, Jennifer Sativi. Oui, on est lundi. On est lundi. Non? On n'est pas lundi. On est jeudi. On est jeudi. Ah oui, vous êtes pressé. J'ai fait une pause avec. Ah oui, vous êtes pressé que le week-end finisse. Pas du tout. Je comprends. Il n'y a pas de souci. On est jeudi et vous avez concocté quelque chose pour nous. Justement. Vous voulez nous parler de l'aspect économique du miel. Exactement. Voilà. Le miel, justement, que j'espère vous aimez. Hein? J'adore le miel. Voilà, je suis contente quand... Vous savez, quand j'étais enfant, quand j'étais plus jeune, c'est le miel que j'utilisais, que ce soit pour des laits du Garier, prendre carrément, la bouillie. Oui. Vous, moi, je l'ai récolté. Ouais. Ah, super. Justement, le miel est cultivé dans les régions du Nord. Donc, on va en parler. Et la production n'est pas très en vogue, justement, au Bénin. Mais dans certaines régions du Nord, justement, elle fait partie des activités menées par les populations pour satisfaire leurs besoins, aussi bien alimentaire qu'économique. Donc cela se fait justement dans la région comme les communes de Tanguieta, Natitengu, etc. Mais vous savez, Roch, le manque de marché d'écoulement et la cherté des intrants ou équipements modernes étaient les deux principales contraintes liées à la production du miel. Ce qui fait, c'est qu'il y a eu un frein à un moment, ça a constitué un frein au développement. Donc l'apiculture est en général une activité complémentaire de l'agriculture. Ce n'est pas généralement la première activité, elle complète l'agriculture et puis ça prend quand même un peu de temps. Et pour la fabrication, nous savons tous, ce sont les abeilles qui font le travail. Donc l'abeille récolte le nectar qu'elle assèche en l'humidifiant et qu'elle travaille pour le transformer en miel. Ensuite, en arrivant à l'entrée de la ruche, elle passe ce nectar travaillé aux autres abeilles avant de partir en rechercher. Vous voyez, c'est tout un boulot. À l'intérieur de la ruche, donc, l'apiculteur vient maintenant, insère une feuille de cire dont les abeilles se servent en construisant les alvéoles. Une fois qu'une alvéole est pleine de miel, les abeilles la ferment avec de la cire. Moi, je constate que c'est un travail en collaboration, je dirais, avec l'humain et l'abeille. C'est très intéressant, justement. Et le miel, vous savez, au Bénin a franchi toutes les étapes, en particulier, s'est conforté à l'exigence de l'Union internationale. Exactement. Et justement, la Commission européenne, à travers une décision datant de février 2018, a placé le Bénin sur la liste des pays dont le miel peut être commercialisé dans l'espace de l'Union européenne. La production du miel est d'environ 600 000 kg par an. Wow, super. Mais il faut accroître encore cette production du miel parce que le miel produit au Bénin est sollicité au plan international. C'est un miel de très bonne qualité et vous l'avez dit, hein, le miel raffermit l'intelligence au niveau des enfants. Ça leur permet d'avoir une grande capacité mémorielle. Toutefois, voilà. Merci beaucoup. Également, vous savez, ça intervient beaucoup dans la beauté, hein, le traitement de la peau. Ça a beaucoup de vertus. Donc, c'est beaucoup utilisé. En tout cas, vous nous parlerez bientôt des astuces du miel, pourquoi pas. Du miel. Hein. Merci, Jennifer. Entre-temps, nous avons été rejoints par nos humoristes, les deux, Amour et Sabin. Je ne sais pas s'il faut les appeler médecins ou... Ils sont revenus de leur laboratoire et ils sont encore allés faire une recherche. Ils me demandent de leur demander ce qu'est un casier judiciaire. Ah. Oui, Amour. Bon, vous savez... C'est quoi un casier judiciaire? Casier judiciaire, aujourd'hui, les gens pensent que quand on parle de casier judiciaire, c'est un thème extraordinaire, non? Casier judiciaire, c'est le nombre de casiers de jus, d'ananas, de baba ou de citron qu'un individu a bu. Là, c'est terrible. C'est tout. Ah bon? Voilà. Vous êtes du même avis, Samuel? Très. Ah bon? Il dit très même.
C'est ce que vous avez sorti de votre laboratoire. Casier constitué de quoi? De bière, de jus. De nombre de jus. Le nombre de casiers de jus d'ananas ou de baobab qu'un individu a bu. Voilà. Je crois que vous allez refaire vos recherches. Okay. D'accord, on a compris. Hein. On a compris. Et vous voulez parler du piment. Vous voulez faire la différence entre piment pimenté et piment non pimenté? Oui, au Bénin, j'ai constaté qu'il existe particulièrement deux types de piments. Le piment pimenté et le piment non pimenté. Un piment est pimenté lorsque, à la veille de la plantation, le cultivateur a été énervé par sa femme. C'est-à-dire qu'il n'a pas été bien servi au niveau du ventre et du bas-ventre. Le lendemain, lorsqu'il ira semer le piment, il sera en colère et le piment sera pimenté. De l'autre côté, le piment non pimenté, bon, si à la veille il est en joie, tout s'est bien passé, il vient, il plante ça et c'est fini. C'est ça, ça, vraiment, vos résultats là, Roch. Tu veux nous parler de la femme, non? Oui, voilà, toujours nos recherches nous ont amenés à comprendre que les femmes de taille courte sont des ressources pour les hommes. N'est-ce pas? Oui. Parce que je ne suis pas très élancée. Hein. Ouais, si vous insistez. Les femmes de taille courte, moi je préfère les femmes de taille courte. Là, quand vous avez voyage à effectuer, tu prends seulement un billet d'avion, tu la mets dans ta valise et puis vous dépassez simplement. Non, c'est méchant, c'est méchant. Non, c'est pas méchant, c'est un atout pour nous. C'est méchant, elle n'est pas un bagage. Oui, c'est vrai. Bon, vous comprenez, c'est de l'humour, hein, voilà. Oui, je disais, pour finir. Très rapidement. Avec le chômage, j'ai constaté que le gouvernement a dit de faire l'entrepreneuriat. Vous êtes toujours au chômage, non? Non. Bon, moi j'ai déjà quitté le chômage parce que je travaille déjà. Je suis lancé dans l'entrepreneuriat et depuis qu'on a parlé d'entrepreneuriat, on a constaté qu'il y a beaucoup de coachs de développement, coach de sous-développement, les techniques du lion, techniques et de l'aigle. Moi je suis venu avec les 35 techniques du CAFA. Pour être riche. Pour être riche. Ceux qui veulent ça, nous qu'à m'attendre à la fin. Et je vais donner ça. Merci beaucoup. 35 techniques du CAFA pour être riche. Je ne suis pas très tentée. Déjà que le CAFA ne fait rien de bon. Merci hein, Sabin. Merci également à toi, Amour. Nous allons retrouver rapidement José dans ma moitié. Elle a enfin retrouvé sa moitié. Oui, hein, et elle reste avec sa moitié. Oui. On espère qu'elle va rester avec sa moitié. C'est elle qui avait chanté « Dis-moi quel diplôme tu veux avoir ». L'homme qui l'a mise là et qui est en train de l'étudier. Il lui a demandé « Mais finalement, quel diplôme tu veux avoir ?» Exactement. Bon, peut-être que l'homme a eu le diplôme maintenant et puis… Peut-être. Voilà. Il faut pas te vexer, c'est déjà un soleil. Ils veulent nous voir séparés pour pouvoir se marrer. Mais t'inquiète, on va les bêcher. Ils seront humiliés. Quand tu trouves le bon, tu ne vas plus rien. Non, j'ai trouvé ma moitié. C'est pas les mamies, les lotos, les que chacun chante. Non, pour nous de se gérer. Merci beaucoup, hein. Merci à vous chers téléspectateurs qui nous avez suivis. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe technique qui nous a également accompagnés, Jennifer Sativi. Nous sommes au terme de cette émission. On va donner rendez-vous aux téléspectateurs demain. À partir de 6h30 pour une nouvelle édition de votre émission matinale Nopinen. Allez, au revoir et à demain.